Bienvenue dans Green Cash, le podcast qui dévoile les coulisses de la finance durable. Ici, on parle impact et profit, défis climatiques, enjeux sociaux et innovation. Mais surtout, des hommes et des femmes qui contribuent à une finance régénérative. Parce que comprendre la finance à impact, c'est poser les bonnes questions à celles et ceux qui la font. Parce qu'allier rentabilité et impact positif, c'est possible. Je suis Marine Goldenberg et je suis l'attachée de presse des fonds d'investissement et des startups qui contribuent à façonner un monde nouveau et plus durable. J'espère que cet épisode vous plaira, je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Emma Scribe. Si vous ne connaissez pas encore Emma, vous connaissez sûrement Team for the Planet, peut-être le fonds d'investissement le plus médiatisé et innovant de France, pour qui Emma est directrice d'investissement depuis 4 ans. Mais ce que vous ne savez sûrement pas, c'est qu'Emma aurait pu être chanteuse lyrique. Ses parents lui ont répété toute sa vie de ne pas la perdre à la gagner. Le message a été bien reçu, mais peut-être pas de la manière dont il l'attendait, puisque Emma a finalement décidé de mettre sa voix à profit, sans jeu de mots, de la finance éthique. Ce qui m'a profondément marquée lorsque j'ai rencontré Emma en terrasse de ce petit restaurant libanais du 12e arrondissement, in extremis avant qu'elle ne parte 10 jours traverser à pied les Pyrénées, c'est son énergie, une vision et un engagement inébranlable qui vous embarquent dès la première minute. Emma, je suis vraiment ravie de te recevoir aujourd'hui sur Green Cash, alors bienvenue. Merci Marine. Alors Emma, j'ai pour coutume de demander à mes invités de se présenter de la manière dont ils auraient aimé que je les présente. C'est déjà très bien fait. C'était pas mal. Ouais, okay. C'était vraiment pas mal. J'ai pas grand chose à ajouter. Mais non, c'est vrai que en fait, je pense que aujourd'hui j'ai un rôle au sein de Team for the Planet qui est à la croisée entre effectivement l'impact, la finance, etc. La manière dont j'aurais voulu me présenter, c'est vraiment comme tu l'as fait. Peut-être rajouter qu'effectivement, je suis vraiment un profil, on va dire, atypique dans le monde dans lequel je suis aujourd'hui, qui est le monde de la finance. Et voilà, je pense que tu as tout dit. Et je pense qu'on a besoin de profils atypiques justement aujourd'hui dans la finance, on va en parler. Alors, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu plus ton parcours et finalement comment tu as atterri chez Team for the Planet alors que tu devais être, rappelons-le, chanteuse lyrique. Qu'est-ce qui s'est passé sur la Ouais, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, effectivement, j'ai fait de la musique classique 12 heures par semaine pendant 11 ans de ma vie, donc je devais vraiment faire ça de mon métier. Et puis après, je me suis quand même dit que c'était peut-être cool de faire des études. Et du coup, j'ai fait des études. Et puis, j'ai pas tout de suite commencé par la finance, j'ai fait des études littéraires, des classes préparatoires littéraires en France. Qui est déjà assez atypique de oui, commencer voilà. par les études littéraires. Voilà, non, mais c'est ça. Mais un peu une bizarrerie française, c'est classe prépa. Mais bon, voilà, pour le public français qui t'écoute saura à peu près de quoi je parle. Et en fait, j'ai bifurqué à ce moment-là et je me suis dit non, je vais quand même me mettre dans le monde économique réel. J'ai fait une école de commerce du coup et à ce moment-là, j'ai découvert la finance, j'ai adoré. Mais je me voyais pas ni travailler dans un fonds d'investissement, à BPI France, dans un cabinet de conseil. J'avais vraiment plutôt envie de me dire comment est-ce que je vais mettre la finance au service du bien commun et de causes qui sont chères pour moi. Qui sont plutôt au départ les pratiques artistiques. Donc j'ai commencé par accompagner des familles, des entrepreneurs, des entreprises à investir une partie de leur surface financière et de leurs possibilités financières dans l'art, donc l'art contemporain d'abord, puis dans la musique, qui était un peu mes premières amours, et j'avais vraiment l'impression de faire un peu le pont dans ma vie entre ce qui m'avait animée de mes 6 à 18 ans et ensuite ce qui m'avait animée de mes 18 à 23 ans quoi. Ça avait vachement de sens en fait à ce moment-là la façon qu'on avait d'accompagner ces entrepreneurs, ces familles, etc. C'était via un outil qui est l'outil de la philanthropie, qui est l'outil, on va dire aujourd'hui, très mainstream en bon français pour investir dans le bien commun. Et ça a été génial, j'ai fait ça pendant 5 ans. Mais à un moment donné, je me suis quand même pris ma claque climatique, Covid, beaucoup de temps pour écouter des podcasts, écouter Jean-Marc Jancovici entre autres. Et là, on se dit, waouh, mais en fait, il y a un peu 2 problèmes. C'est que déjà, je suis dans le secteur du bien commun qui est important, mais qui est peut-être pas le challenge du 21e siècle, même si c'est des endroits hyper importants de continuer d'investir dedans. Donc moi, j'avais envie de me dire, ok, peut-être que ta prochaine grande cause dans ta carrière professionnelle, c'est le climat.
Donc ça, c'était le premier problème. Et le deuxième problème que j'identifiais, c'était que la philanthropie, c'était un levier génial pour faire plein de choses, mais que compte tenu des masses financières qu'il allait falloir rassembler pour adresser le sujet climatique, peut-être que la philanthropie, ça allait pas suffire. Et donc du coup, là, j'ai commencé à m'intéresser aux autres instruments, aux autres outils qui sont à la disponibilité de tout un chacun pour agir sur le sujet du climat. Et là, je me suis rendu compte que la philanthropie ne serait pas du tout suffisante, qu'il allait falloir utiliser du capital, de la dette. Donc là, j'ai commencé à regarder un petit peu tout ce qui existait, et c'est là un peu que je me suis dit, ok, il va falloir aller sur d'autres leviers. Donc je me suis intéressée à ce moment-là à la finance à impact, la fameuse. Et finalement, j'ai rencontré Team for the Planet à ce moment-là. Eux, ils cherchaient à ce moment-là des personnes qui avaient été en contact direct avec ces fameux entrepreneurs, familles, entreprises, qui sont des philanthropes, mais qui sont aussi des investisseurs à impact. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble il y a 4 ans. Voilà. Ok, génial. Alors, écoute, avant de passer à la suite, moi j'ai une petite coutume sur Green Cash, c'est de dévoiler un témoignage surprise de quelqu'un que tu connais. Oh, waouh. Alors pour moi, c'est assez simple. Depuis que je suis arrivé chez Team for the Planet, j'avoue que je suis assez admiratif de toi, Emma. Tout a commencé, je me rappelle, lors de mon intégration, il y a 1 an et demi, dans un séminaire. Et lors de ce séminaire, je me rappelle que notre première discussion, elle avait été assez houleuse. On discutait voyage, on discutait transport à l'ère de la crise climatique, de ce qu'on peut se permettre de faire ou pas. Et je m'étais dit que tu étais peut-être un petit peu dur avant de comprendre qu'en fait, c'était juste l'engagement qui parlait et des dévotions personnelles hyper fortes. D'abord, je te remercie sur le plan pro, de m'avoir accueilli et de m'avoir permis de me sentir hyper bien dans l'équipe. C'était absolument important et je crois que ton intelligence émotionnelle a fait beaucoup de bien pour moi, mais pas seulement. J'admire d'abord la partie pro. Il faut dire que être depuis 4 ans chez Team for the Planet, une entreprise qui a 5 ans de vécu, avec un rythme comme comme le nôtre, hyper soutenu, c'est vraiment sportif et c'est une preuve de ta résilience et de ta détermination. Qui plus est sur le poste que tu occupes, de chargé des investissements, des grands comptes, avec les family office, les grandes institutions publiques ou privées, les grandes fortunes. Franchement, il faut s'accrocher. C'est un job sur lequel il n'y a pas forcément beaucoup de récompenses, pas forcément de récompenses rapides, sur lequel on a parfois du mal à voir sa valeur ajoutée, mais je compte te le dire ici, ta valeur ajoutée, elle est énorme et je suis assez bluffé par la façon dont tu continues à exercer ce métier-là avec ta passion et ton engagement qui est absolument, qui est hyper fort, qui se transpire, qui se respire et qui, moi, m'a fait beaucoup de bien. Et puis, je suis aussi hyper admiratif de la partie plus perso. J'ai découvert une femme passionnée, et c'est vrai aussi sur tout ce que tu entreprends. Une femme passionnée qui laisse libre cours à sa spontanéité et à ses envies, mais qui est toujours dans le respect de soi, dans le respect des autres, dans la question de l'utilité aussi pour le bien commun et dans l'idée de vouloir faire avancer les choses. Donc je trouve que c'est absolument génial. Merci d'avoir pris le temps. Merci pour tout ça. Et puis que du bon pour la suite en continuant, en espérant que tu puisses garder cette énergie, mais je vois pas ce qui pourrait te l'enlever. De trop chaud. Est-ce que tu peux nous dire qui est cette personne? C'est trop chou. C'est Edouard, c'est un de mon ancien collègue, il est parti de Team for the Planet. Je sais pas quand est-ce qu'il t'a envoyé ça. Jamais le secret. Voilà, mais c'est un de mes collègues chez Team for the Planet qui fait, en fait, on est un peu diamétralement opposés sur le spectre des personnes à qui on parle. Parce que du coup, lui, il est en contact avec les personnes citoyennes qui ont cette énergie débordante et qui dédient de leur temps et qui ont vraiment un profil qui est vraiment le profil qu'on a souhaité embarquer avec nous dès le départ dans Team for the Planet. Il y en a beaucoup. Et moi, je suis de tout l'autre côté du spectre, même s'il n'y a pas de question d'opposer, etc. Mais c'est vraiment pas tout à fait les mêmes démarches au final de pourquoi est-ce que ces gens rentrent dans le mouvement citoyen Team for the Planet. Moi, je suis avec des gens qui sont des investisseurs professionnels, il y en a beaucoup moins. J'ai une relation qui est très différente, donc ça me touche d'autant plus parce qu'on a vraiment des métiers très différents. Et c'est quelqu'un d'exceptionnel qui est en train de faire de la rando en ce moment, qui rejoint Biarritz à pied. Voilà.
Non, A priori, tu lui as, quand il parlait des transports et de votre divergence, tu lui as fait intégrer que la marche à pied, c'était ce qu'il y avait de mieux. exactement. Non, mais cela dit, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé rando. Moi, je me suis mise à la rando grâce à un de mes anciens collègues de Team for the Planet aussi. C'est toujours la petite lignée de gens qui s'aiment très fort, en fait, et qui ont vraiment vécu une aventure entrepreneuriale géniale ensemble. Donc, du coup, qui déteignent les uns sur les autres. Ouais, c'est quelqu'un d'exceptionnel, Edouard, vraiment aussi. Donc, trop cool. Et donc, alors, ça me permet de faire la transition et de te demander de manière un petit peu plus cartésienne. Alors, quel est votre test d'investissement chez Team for the Planet et comment vous réussissez justement à embarquer un si grand public? Alors, notre test d'investissement, je vais te répondre d'abord très concrètement. On investit dans les secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre d'après les rapports du GIEC. Donc, c'est le bâtiment, l'agriculture, le transport, l'industrie et l'énergie. Et on agit sur les 4 grands leviers, là encore, identifiés par les rapports scientifiques du GIEC. Donc, c'est le zéro émission, la sobriété, l'efficacité énergétique et la captation. Donc, ça, c'est notre test d'investissement. Plus largement, Team for the Planet, c'est quoi? C'est une société d'investissement, donc on n'est pas un fonds au sens structurel et on va dire juridique du terme. On est une société d'investissement et notre objectif au tout départ, ça a été de remplir un trou dans la raquette et de répondre à un problème qui est aussi le fait qu'il y a un désengagement dans les sujets du climat. Donc ça, c'est ces 2 problèmes-là auxquels on a essayé de répondre dans notre thèse d'investissement, justement. Donc notre thèse d'investissement, c'est de dire le trou dans la raquette, où est-ce qu'il est. Donc ça, c'est le premier point. Aujourd'hui, on a les Nations Unies qui investissent et plein de laboratoires de recherche qui investissent dans le très early stage. Donc le early stage, ça veut dire l'ultra-amorçage en français. Et au tout début de la vie de l'entreprise. Voilà, il y a une idée, revenus. et surtout quand il n'y a pas encore de prototype, quand il n'y a pas encore de machine, quand c'est vraiment un peu des feuilles, des premiers trucs à l'échelle toute petite, etc. Et donc là, on va parler beaucoup ensemble de ce qu'on appelle le Technology Readiness Level. Donc c'est une échelle qui va de 1 à 9. Donc de 1, c'est vraiment laboratoire, c'est le stade éprouvette. Et le 9, c'est distribué dans les grandes enseignes de grande distribution ou dans les grandes marques business to business, donc B2B, de distribution industrielle. Voilà. Donc tu vas de l'éprouvette jusque-là. Et après, tu as des échelles. Donc de 1 à 3, c'est vraiment labo. De 4 à 6, c'est ce qu'on va appeler prototype. Et de 7 à 9, c'est vraiment commercialisation, début de la commercialisation. Donc je fais un peu ce cadre-là parce qu'en fait, ça va être hyper important dans notre conversation. Aujourd'hui, il y a plein de dispositifs qui existent sur le 1 à 3 pour financer le laboratoire, etc. Il y a beaucoup de fonds de venture capital qui vont s'intéresser à une échelle qui va de 8 à 9, donc en voie de commercialisation, où les frémissements sont là, les premières ventes ont eu lieu, mais il faut accompagner le début de la marche et la bonne marche de l'entreprise. Mais finalement, sur le stade 4 à 6, donc on va dire le ventre mou de cette échelle technologique, il n'y a pas beaucoup d'acteurs. Il n'y en a pas assez en tous les cas. Et il faut absolument adresser ce marché-là. Ce marché, ou en tous les cas ce segment, parce qu'en fait, c'est là où il y a le plus grand cimetière des innovations. Et la raison pour laquelle ça se transforme en cimetière, c'est aussi parce que les innovateurs, les innovatrices qui ont des bonnes innovations qu'ils arrivent à emmener jusqu'à ce stade-là, c'est souvent pas des entrepreneurs ou des entrepreneuses. Et dans 99% des cas, ne deviendront jamais des entrepreneurs ou des entrepreneuses. Et donc du coup, c'est là où nous, on s'est dit, il faut absolument arriver à adresser cet endroit technologique et arriver à les aider. Et pas les aider avec une méthode, parce que c'est toujours ça, hein, c'est un peu la citation d'Einstein, c'est de penser qu'on va pouvoir faire différemment en refaisant toujours la même chose. C'est pas en reprenant les mêmes méthodes que le VC, qui a une très bonne méthode, qui est très efficace sur le stade de commercialisation, donc le fameux TRL 8-9 et après, et 7 à 9, on va dire. Mais c'est de dire, ok, comment est-ce qu'on va avoir de la valeur ajoutée à cet endroit-là? Et donc, du coup, nous, ce qu'on a tout de suite dit dans notre thèse d'investissement, et ça va même un peu au-delà, c'est ce qu'on appelle, là encore, dans le logiciel VC classique, le fameux playbook, un peu de c'est quoi notre méthode, c'est vraiment d'aller
identifier ces boîtes-là qui sont en prototype, donc c'est pas juste une idée sur des slides, c'est vraiment ça existe dans le monde réel, c'est crédible, ça marche, mais c'est pas du tout encore en phase commerciale. Et comment on va venir nommer quelqu'un, une femme, un homme qui a déjà monté des boîtes dans ce secteur-là ou dans un secteur connexe, qui a déjà fait cette phase d'accélération, et qu'on va venir nommer un entrepreneur pour co-diriger. Et je pense que les gens n'ont pas forcément conscience de à quel point c'est disruptif dans le monde du venture capital, parce que quand une start-up vient présenter son pitch deck à un fonds de VC, souvent il y a déjà le duo, il y a déjà le Steve Jobs et il y a déjà le Steve Wozniak. Et c'est le double duo qui va séduire les VC, va dire ok, on y va. Nous, on parie surtout sur une innovation qui peut marcher, avoir des impacts colossaux sur les gaz à effet de serre, mais à qui il manque cette dimension entrepreneuriale-là. Et après, donc ça c'est vraiment le premier pari qu'on voulait réussir, c'était d'aller sur ce ventre mou qui est sous-adressé aujourd'hui. Et le deuxième problème auquel on voulait répondre, c'est que globalement, le climat, c'est déprimant. C'est horrible, c'est terrifiant, et quand on est un petit épargnant, je dis petit parce que en fait... c'est en tous les cas ce qu'on va appeler, là encore dans le logiciel financier du retail, donc des investisseurs qui peuvent mettre 100, 200, 1000, 10 000, 20 000, c'est déjà des grosses sommes financières, mais finalement, à l'échelle des masses financières mondiales, c'est petit, donc c'est considéré comme du retail. En fait, c'est très difficile d'avoir un impact. Et donc nous, on avait vraiment envie d'adresser ce truc-là, il faut redonner du pouvoir d'agir aux gens, et leur dire, bah oui, avec 10 € par mois, 100 € par mois, 1000 € par mois, si tu peux avoir du pouvoir. Et donc de créer un véhicule d'investissement, une société d'investissement qui adresse le problème dont j'ai parlé de early stage, donc ultra amorçage et entrepreneurial, mais aussi qui permet à n'importe qui d'agir. Et du coup, c'est pour ça que notre thèse d'investissement, c'est tout ça. C'est ça technologique et le fait de permettre à n'importe qui d'investir à partir de 1 € en 5 minutes sur un site internet, comme tu pourrais acheter n'importe quoi sur internet aujourd'hui ou te commander un truc, d'investir pour le climat. Et que ce soit aussi facile, aussi rapide et que ça ait autant d'impact. Et alors, pour les auditeurs qui nous écoutent, par exemple, imaginons, moi demain j'ai une petite somme, 5 000, 10 000 €, je les investis chez vous. Quel va être le temps de retour sur investissement ? Et est-ce que je peux choisir sur quel projet finalement j'investis ? Ou c'est vous après qui faites le dispatch en fonction de vos priorités d'investissement ? Ouais, c'est ça. En fait, Team for the Planet, c'est vraiment une société d'investissement et on est dans une logique de fond. C'est-à-dire que c'est pas ce que va faire nos amis de Lita, de Mimosa, de tout ça, ou de Kinest, où tu choisis en fonction des projets là où tu investis. Nous, on a vraiment une logique de fond, donc on investit collectivement. Et c'est aussi ça qui était hyper important pour nous, c'était de faire un mouvement citoyen qui investit collectivement dans la décarbonation sur les secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre et sur lesquels il y a une très grosse priorité. Après, pour répondre à ta question, c'est un peu ça, on va dire le troisième pied de notre thèse d'investissement, c'est que dans la finance, on le sait, il y a 3 piliers, et maintenant bientôt 4, c'est le risque, le rendement, la liquidité et l'impact. Et nous, on voulait pouvoir avoir un très gros impact et du coup aller sur des segments très risqués, parce que là encore, si on parle en termes financiers, finalement, le fameux ventre mou dont j'ai parlé, de 4 à 6, de prototypes, etc., c'est un segment qui est identifié comme le monde du venture capital comme risqué. Après, de quel risque on parle, c'est toujours ça la question, parce que ne pas investir dans la transition, c'est quand même très très risqué. Le rapport d'AXA Climate, enfin d'AXA là sur les risques assurantiels est quand même hyper édifiant là-dessus. C'est quand même le risque numéro 1 identifié par une des plus grandes compagnies d'assurance au monde. C'est le climate change, donc voilà, il n'y a pas trop de doute là-dessus, mais bon, c'est un autre sujet. En fait, vraiment, comment dire, nous, on a voulu agir sur ce segment-là risqué, mais aujourd'hui, on l'adresse en se diversifiant au maximum. Donc, on va réduire le risque, pas par la maturité technologique des boîtes, mais plutôt en disant on va investir des tickets très différents, dans des maturités très différentes et dans des secteurs très différents. Voilà. Et après, on s'est dit, ok, on veut sur la partie risque et la partie liquidité, et ça on pourra en reparler, et le rendement surtout. La partie rendement et liquidité, on s'est dit, aujourd'hui, ce qui fait qu'il y a des arbitrages qui sont faits pour des projets plus avancés, avec déjà des duos super solides, entrepreneurs, innovateurs ou entrepreneuses, innovatrices,
c'est déjà adressé. Donc il faut qu'on soit en capacité d'aller sur des projets qui sont pas encore rentables et qu'on va venir dérisquer. Donc on voulait pouvoir avoir la toute liberté d'investir là-dessus. Et il y a 4 ans, quand on a investi, la grande majorité des fonds et du problème qu'on identifiait, c'est que les fonds, ils ont des horizons temporels de sortie. Et donc en fait, ça veut dire quoi concrètement? C'est que tu rentres dans une boîte et au bout de 7 ans, au bout de 10 ans, tu dois sortir. Mais quand je dis tu dois, c'est que tu as passé un contrat, on va dire, matériel, juridique et moral avec tes fameux limited partners de « ok, je dois te rendre l'argent ». Et en fait... Donc les gens qui vous donnent de l'argent, voilà. qui investissent dans votre et c'était un problème qu'on avait identifié parce que quand on parle de technologies qui sont, là encore je reprends ma fameuse échelle de 4 à 6, on parle de technologies de rupture, de technologies qui vont mettre 10 ans, 15 ans, 20 ans à devenir mainstream, peut-être moins de temps, mais peut-être plus de temps. On peut avoir l'impression que finalement 7 ans ou 10 ans c'est déjà un temps long, oui. Mais sur des technologies climatiques. Quand on regarde la voiture, quand on regarde l'avion, quand on regarde des trucs qui nous paraissent, des téléphones, quand on regarde, moi j'adore l'histoire des sciences pour ça, parce qu'en fait on se rend compte que ça a pris des tonnes de temps en fait pour que ça devienne mainstream. Et donc du coup quand on parle d'énergie houlomotrice, donc l'énergie des vagues, quand on parle de récupération de chaleur fatale, quand on parle de décarbonisation des data centers, en fait, on va avoir besoin de temps. Et donc, du coup, on avait identifié ces deux grands piliers du produit financier, le rendement et la liquidité, comme en fait des points verrouillants. Et maintenant, quand on en parle avec des fonds de VC, bah oui, ils sont englués un petit peu dans ces problématiques-là. Il y en a certains qui arrivent à s'en sortir très bien parce qu'ils choisissent des super projets, ça marche super. Ils arrivent à rendre un ROI de bonne qualité à leurs limited partners, leurs investisseurs de source. Mais nous, on s'est dit, si on veut aller sur du très risqué, on ne peut pas faire ce genre de promesses-là. Et nous, on veut être le plus... on veut être des investisseurs intègres, des investisseurs transparents, et on veut pouvoir délivrer notre mission. Donc on a dit, tout ça pour dire, on a dit, on vous rendra votre argent à 1 euro pour 1 euro, à 10 ans. Donc il n'y a pas de plus-value financière, pas de dividende financier, et on vous rendra votre mise. Donc voilà. Ce qu'on s'engage à faire en revanche, c'est qu'on vous versera des dividendes climat tous les ans pour que vous sachiez exactement quelle est la performance carbone et climatique et positive de votre argent. Donc ça, sur le rendement, c'était la promesse de départ, et sur la liquidité, c'était ça. On vous rend votre argent à 10 ans. Voilà. Et là, on est en train de se lancer dans une nouvelle évolution. Je ne sais pas si tu veux qu'on en parle maintenant. Une évolution qui va être... hyper importante, parce que maintenant qu'on a fait 14 boîtes et qu'on a investi dans 14 projets pour en gros 25 millions d'euros sous gestion, on a une capacité de faire évoluer ce modèle-là sans dénaturer la promesse de départ qui était de maximiser l'impact et d'aller sur les projets qui ont vraiment besoin d'aide. Voilà. Alors, avant justement de faire la transition vers ce sujet des dividendes climat, tu vas nous expliquer, qui est passionnant, pour qu'on visualise un peu. Donc aujourd'hui, tu me disais que vous avez 25 millions sous gestion. On a levé 34 millions, ouais, c'est ça. Millions, okay. Ouais, on a levé 34 millions, on a 32 millions d'officialisés. D'accord. Et on a investi 25 millions. Et donc, quelle est la répartition en fait, du profil des investisseurs entre investisseurs plus institutionnels et donc les investisseurs retail, comme vous appelez le grand public? Oui, alors le mot retail, c'est vraiment le mot professionnel des investisseurs. Nous, on parle plutôt effectivement de citoyens, mais pour que ça parle à tout le monde, voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, dans le capital de Team for the Planet, on a 3% de personnes morales, donc qui sont apparentés à des investisseurs professionnels, voilà. Et le reste, c'est des personnes physiques, dans lesquelles il va y avoir voilà, des pharmaciennes, des institutrices, des avocats, des notaires, là je prends un peu les grandes catégories, mais voilà. Donc c'est 3%, 97%, et il y a 3% des actionnaires qui représentent 50% du capital, et les 97% autres qui représentent 50% du capital. Je trouve ça intéressant parce que, en fait, moi je trouve ça dingue parce que je ne m'attendais pas honnêtement à ce que cette proportion finalement d'investissement citoyen soit aussi importante. Et je trouve que ça donne quand même vraiment une idée en fait du poids que ça peut représenter et du pouvoir qu'on peut avoir avec même sa entre guillemets petite épargne, puisque tout est relatif. Ouais. Donc je trouve ça vraiment, vraiment intéressant.
Alors du coup, revenons justement à ce sujet hyper innovant en fait des dividendes climat, dont vous êtes quand même à l'origine. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu alors, à la fois du concept et pourquoi finalement c'est important? Alors, l'histoire des dividendes climat, elle est hyper intéressante parce qu'en fait, elle est très collective. C'est-à-dire que depuis longtemps, les fonds d'investissement qui investissent dans des climate tech, comme on les appelle, ou globalement des boîtes qui ont un impact positif en termes de carbone, avaient des méthodologies qui faisaient faire, j'ai envie de dire, à la maison, donc qui demandaient à des cabinets externes de faire pour eux une méthodo qu'ils pouvaient présenter à leurs limited partners en disant, bah voilà, si vous investissez chez nous, vous aurez un rapport d'impact X. Et c'était très bien de le faire, et les fonds d'investissement qui l'ont fait avec beaucoup de sérieux. Le seul problème, c'est que c'était quelque chose qu'ils faisaient eux-mêmes, et qui n'avait pas de poids réellement, parce que chacun faisait sa petite méthodo, et chacun disait bah moi c'est ma meilleure méthodo, et en fait finalement, pas ma meilleure, mais en fait il n'y avait pas de moyen de comparer, il n'y avait pas de moyen de standardiser, il n'y avait pas moyen de créer un phénomène d'entraînement, parce qu'en fait on sait que la mesure crée l'incentive, donc la motivation à investir dans X ou X. Et voilà. Et donc, du coup, on avait identifié, en arrivant un peu sur ce marché de l'investissement à impact, qu'il n'y avait pas de mesures standardisées pour savoir quand moi j'investis en capital dans une société, combien de tonnes de CO2 sont réduites. Il y avait plein de méthodos très précises et très bien faites un peu partout dans plein de fonds différents, mais il n'y avait pas de mesures communes. Et donc, du coup, on s'est dit, ok, bah, nous, on est un peu des nouveaux entrants dans le marché. On va proposer à tous les gens qui ont déjà réfléchi à ce sujet-là de se mettre autour de la table et de créer une mesure commune. Et ça, c'est un peu je pense notre force, c'est de tout simplement rassembler les gens, en fait. Et du coup, on est allé voir des acteurs internationaux, très divers. Donc, on est allé voir les Nations Unies, on est allé voir l'ADEME, qui est le bras armé du ministère de la Transition écologique en France. On est allé voir le CDP, le Carbon Disclosure Project, dont le job, c'est de faire des contrôles de la... en fait, ils fournissent des grands questionnaires pour te dire, bah voilà, tu te situes plutôt plus ou moins bien, c'est quoi ta note de A à E sur ta stratégie de décarbonation. On est allé voir des gens du Science Based Targets Initiative, on est allé voir des gens qui, Gold Standard, qui génèrent des crédits carbone, qui pendant longtemps était un peu le seul instrument carbone vraiment bien standardisé, etc., qui venait du protocole de Kyoto des années 90, enfin voilà. Des fonds d'investissement évidemment, des startups climat, et on a mis tout le monde là-dedans, et on a dit ok, comment on fait une méthodo qui est carrée, qui est évolutive dans le temps et qui pourra être rechallengée progressivement, un peu inspirée du Science Based Targets Initiative, le SBTI, et on a mis tout le monde autour de la table et on a dit ok, il faut qu'on fasse quelque chose qui permette de faire ça. Et ça a pris 1 an, et au bout d'1 an, on a accouché un protocole des dividendes climat, donc le numéro 1, là je crois qu'on en est au numéro 3, un protocole qui dit, bah voilà, quand on est une entreprise qui a un produit ou un service qui réduit du CO2, qui évite du CO2, eh bien on est en capacité de le matérialiser via des émissions évitées. Ces émissions évitées, elles sont calculées par rapport à un scénario de référence, donc c'est un travail tout bête de soustraction, en disant, j'ai un produit qui a une certaine empreinte carbone, qui évite du CO2, on compute tout ça et on le réduit par rapport à un scénario de référence qui lui aussi est dynamique, c'est-à-dire que si l'industrie évolue, bah forcément tu te compares à quelque chose qui évolue, donc c'est pas du tout un truc figé pour ramener la couverture à soi et dire moi je suis le plus beau, moi je suis le plus fort. Et chaque année, on va consolider un nombre de tonnes de CO2 évitées qui vont ensuite être auditées par les dividendes climat, qui est une association loi 1901 d'intérêt général et indépendante, et un auditeur externe qui va venir sur le cerise sur le gâteau, vérifier que le dividende climat a bien fait son job, et te fournir un certificat de dire voilà combien de tonnes de CO2 tu as évité, et que ces tonnes de CO2 là, elles vont être réparties à tes investisseurs au prorata de leur place dans le capital, modulo les accords, voilà, un peu comme des répartitions de dividendes financiers, des dividendes climat. Voilà ce que ça fait les dividendes climat. Et aujourd'hui, il y a une centaine d'investisseurs qui l'utilisent, il y a une quarantaine de boîtes qui génèrent des dividendes climat pour leurs investisseurs. Et l'idée, c'est de faire quelque chose de standardisé. Et parce que tout le monde se pose la question aujourd'hui de est-ce que la mesure d'impact, il faut que ce soit internalisé, externalisé, comment est-ce qu'on fait, etc. Moi, je pense qu'il faut les deux. Il faut avoir une capacité d'audit d'impact et de mesure d'impact dans son fonds, dans sa société de gestion, évidemment. Et à terme, il faudra que tout le monde soit formé et qu'il n'y ait plus un head of ESG, mais que ce soit juste
la base pour tout le monde, pour tous les gestionnaires d'actifs, vraiment. Et aussi de faire ce travail de transparence, presque de vulnérabilité, de dire voilà mon portefeuille, les dividendes climat, dites-moi combien ça évite vraiment de CO2. Et de faire ce travail-là, parce qu'en fait, sinon, on est toujours tenté de se jeter des fleurs, et c'est pas grave, mais c'est hyper important de le faire. Et nous, on le fait, et nous, des fois, on a eu des moments où le dividende climat nous a dit « Ah bah non, vous pensiez que ça allait éviter tant, mais en fait, ça évite moins. » Et on est en mode « Bon, d'accord. » Et du coup, que je comprenne bien, concrètement, à la fin, une fois que tu as tes dividendes climat, à quoi ça te donne droit en tant qu'entreprise ? Est-ce que ça te donne droit à un crédit d'impôt, par exemple ? J'aimerais bien. Ouais, voilà. Donc, ça, c'est un peu encore le petit chaînon manquant au niveau réglementaire. En fait, ce qui est intéressant, c'est que donc, pour bien faire les choses claires, c'est 1 tonne de CO2 évité est égale à 1 dividende climat. Comme ça, c'est hyper simple à comprendre. Et on consolide ces tonnes de CO2 évité pour chaque investisseur dans le sein du capital de la boîte. À quoi ça sert ? Ça sert aux investisseurs à plusieurs choses. Ça sert à l'intégrer dans les reportings volontaires. C'est aussi, c'est pas reconnu en tant que tel par le SFDR, mais tu peux le dire en disant voilà, ma politique d'émissions évitées, elle intègre une politique dividende climat, et dans des questionnaires tu peux le mettre, et il y a tout un travail de plaidoyer qui est fait. Aujourd'hui, c'est pas parce que tu investis dans une boîte qui génère des dividendes climat que tu as une exemption d'impôt. On y travaille. Aujourd'hui, le cadre réglementaire est compliqué. Le cadre réglementaire, il est compliqué parce que aussi, notamment en France, on n'est pas dans un cadre très stable en ce moment. Voilà. Ça sert aussi aux boîtes qui génèrent des dividendes climat, notamment vis-à-vis des banques, en disant voilà, moi je génère tant de dividendes climat par mètre carré isolé. Donc c'est notamment des case studies que le dividende climat promeut pas mal, notamment avec Acorus, avec comment est-ce que vis-à-vis de tes bailleurs de fonds, tu peux avoir accès à des prêts bonifiés si tu génères des dividendes climat. Donc ça, c'est aussi des choses c'est émergent encore, mais voilà. Ça sert à du reporting volontaire, à du reporting réglementaire, même si c'est pas encore parfaitement intégré dans tout ce cadre-là parce que c'est nouveau. Et donc c'est tout le travail que font les dividendes climat. Et c'est aussi utile pour les startups qui décident de se lancer là-dedans, parce qu'en fait ça devient une mesure standardisée vis-à-vis de tes investisseurs, vis-à-vis de tes clients. Enfin voilà. Ok, écoute, hyper intéressant. Et du coup, alors dans la continuité de cette innovation que sont les dividendes climat, quelles sont peut-être les autres solutions que toi tu voudrais voir émerger et qui manquent aujourd'hui dans le monde de la finance, alors de la finance durable, mais de la finance au sens général ? Ouais. Alors, je pense que là, on va faire un peu un pas de côté et on va un peu prendre de la hauteur sur où est-ce qu'on veut aller en fait. Parce que le monde de la finance durable, moi j'ai envie de te dire, j'ai limite plus envie qu'il existe. C'est-à-dire que pour moi, il faudrait qu'il y ait de la finance, tout court. Comme l'impact, en fait, c'est pas une catégorie. Ouais, ça nous met un peu dans une petite case. Voilà, exactement. Donc c'est une approche, une grille de lecture ou en tout cas d'investissement. Complètement. Donc en fait, moi le mot finance à impact, finance durable et tout ça, j'en peux plus parce qu'en fait j'ai plus envie qu'on soit cornerisé là-dedans, qu'on soit les petits gentils qui bisounours qui font ça peut être clivant aussi, de ceux qui font bien et ceux qui font mal, ceux qui font bien, ceux qui font mal, ceux qui gagnent de l'argent, ceux qui n'en gagnent pas. Enfin on est face à de la dichotomie en permanence et je pense que c'est un peu fatigant et c'est contre-productif. Plusieurs choses là-dessus. Du coup les solutions, parce que c'est important. Les solutions, elles sont sur le fond, sur la forme, etc. Je pense que la première solution, c'est l'éducation. Pas l'éducation par les universités, bien sûr, mais l'éducation collective. Et donc, c'est pour ça que je crois beaucoup au mouvement collectif de pairs, où voilà, en tant que monde de la finance, on s'auto et on se forme mutuellement. Mais d'être lucide, d'être honnête et d'être sérieux. C'est-à-dire que d'être lucide, honnête et sérieux, ça veut dire quoi ? Ça veut déjà dire et se rendre compte que le monde de demain, la fameuse finance à impact, c'est pas de la finance à impact un petit bout. C'est la finance qui va financer tous les sous-jacents de tout. C'est-à-dire que l'énergie, le transport, l'agriculture, enfin... C'est présent partout. Le bâtiment, c'est les sous-jacents, si on parle c'est les actifs sous-jacents qui sous-tendent tout le reste. L'IA, la défense, les logiciels SaaS B2B, c'est super. Mais en fait, si on ne s'occupe pas des actifs sous-jacents à tout ça,
en fait, tout va s'effondrer, en fait. Donc, en réalité, moi, quand on parle de finance à impact, non, c'est pas la finance à impact, c'est la finance du futur. C'est ce qui finance le futur de nos sociétés. Donc, déjà, de base, en termes d'éducation, il va falloir qu'on soit honnête, transparent et sérieux là-dessus. C'est que, même là, l'Union européenne a décidé de se passer du gaz russe d'ici 2028. Ça va avoir des conséquences très concrètes. Parce qu'en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que soit on va acheter du gaz autre part, soit on consomme moins de gaz. Et donc, moi, j'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas ce qui va se passer, mais en réalité, consommer moins de gaz, ça veut dire électrifier, ça veut dire remplacer les chaudières à gaz par des pompes à chaleur. Et tout ça, il y a des centaines d'innovations qui sont en capacité de le faire sur le sol européen, donc il va falloir le faire. Donc, déjà, les solutions, c'est arrêter de penser que la finance à impact, c'est un petit truc de business on the side, c'est ce qui sous-tend tous les autres actifs. Voilà, donc ça, c'est la première chose. J'ai l'impression, je fais une parenthèse, pardon, je te coupe, mais qu'il commence à y avoir un petit peu ce discours émergent de la souveraineté Tout à fait. relié au climat. Et je trouve que c'est vraiment intéressant parce que justement, du coup, la finance climat devient plus un truc d'écolo un peu perché et devient surtout apolitique. Tout à fait. Enfin, tu vois. En fait, on n'a pas le choix. Et je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, parce que vraiment, on peut jamais se réjouir de la guerre dans le monde. Vraiment pas. Mais en tous les cas, il y a un changement de perception qu'il va falloir adopter, opérer nécessairement. Voilà. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir être sérieux et transparent et lucide sur aussi, quand on parle de financer l'industrie de demain, l'économie du futur, on parle beaucoup de financer de l'industrie. Et financer de l'industrie, c'est financer des trucs très physiques. Parce que c'est super, les néobanques, les logiciels de compta, les logiciels d'assurance, la fintech, la surtech, c'est super. L'IA, c'est super. Mais déjà, c'est beaucoup plus physique qu'on ne le pense, parce que c'est des data centers, c'est des flux d'énergie de malades mentaux, si on est très concret. Donc c'est beaucoup plus physique qu'on ne le pense, mais l'industrie décarbonée, c'est de l'archi-physique, c'est-à-dire que c'est des usines sur des terrains avec des métaux et des trucs en métal. Enfin, si je le vulgarise à outrance, c'est ça. Et faire émerger ces technos-là, enfin moi je vois Citerns, une de nos boîtes, c'est un bidon, alors j'appelle ça le bidon, mais c'est pas le bidon, c'est un cylindre de 15 mètres de long qui fait 15 tonnes. Enfin, je veux dire, on est quand même sur des choses très très physiques. Donc financer ça, concrètement, ça va avoir un impact sur les flux financiers. C'est-à-dire qu'en fait, on va plus pouvoir investir sur des cycles financiers de 5-7 ans et puis sortir, voilà. Il va falloir être en capacité de se dire, ok, moi quand j'investis dans la décarbonation et dans la fameuse économie du futur, j'investis pour 10, 15, 20 ans, 25 ans peut-être. Et donc là, il faut être lucide là-dessus. Et là encore, on a une culture financière aujourd'hui, alors que j'ai appris ce mot de la batte de hockey. Donc la fameuse courbe en J, les Anglais appellent ça le hockey sticks, donc ça veut dire que c'est des boîtes qui vont être en hyper-croissance au bout d'un moment, et donc ça fait comme ce J là qui monte en flèche, en exponentielle. Je pense pas que les boîtes industrielles de demain, qui financent l'économie du futur, vont avoir cette structure-là. On va être sur des croissances qui vont être progressives, incrémentales, pas du tout spectaculaires, mais qui vont avoir un impact gigantesque et qui vont, à un moment donné, proposer un retour financier. Mais ce ne sera pas un retour financier très rapide, ce ne sera pas un retour de financier dazzling, comme diraient les Anglais, donc vraiment qui t'époustoufle et qui te met plein de poudre aux yeux. Donc il va falloir financer des produits financiers et créer des produits financiers qui savent faire ça. Investir sur du très long terme, investir avec des retours sur investissement qui sont peut-être plus petits, mais qui sont plus résilients, sûrs, matures, robustes. Voilà, donc sur l'éducation financière, je pense qu'il y a c'est vraiment, moi, la clé que je vois, c'est de regarder les choses de manière lucide. Et je dis pas ça dans le vent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et pourquoi je le dis, c'est que aujourd'hui les véhicules d'investissement qui ont été créés, ils ont du mal à sortir de leur participation. Donc c'est déjà une réalité, hein, en fait. Là, il y a des fonds de continuation qui sont en train d'être créés parce que les investisseurs disent à leurs limited partners, désolé, on n'est pas encore en mesure de sortir parce qu'en fait, la techno, elle n'est pas prête, la techno, elle n'est pas là, le marché, il n'est pas encore tout à fait solide, donc si on sort maintenant, ça n'a pas de sens, etc. Donc on crée des fonds de continuation, ce qui est très bien, ce qui est normal. Et voilà, moi, j'ai pas d'avis là-dessus, mais c'est juste que, en fait, on l'observe déjà. Donc autant être
lucide et crédible. Et pourquoi je le dis, c'est parce qu'au bout d'un moment, ça va devenir délétère pour le marché. Parce qu'en fait, les limited partners, les investisseurs institutionnels, ils investissent dans ces classes d'actifs en se disant super, je vais investir dans l'impact, ça va être génial pour la société. Dans 7 ans, je peux sortir. Et la réalité n'est pas forcément là. Et donc, du coup, c'est délétère parce que du coup, la confiance s'érode. Et c'est dommage parce qu'on a plus que jamais besoin d'investir en capital, donc dans ce qu'on appelle de la classe d'actifs non cotés, et c'est hyper important. Donc vraiment la solution pour moi, l'éducation, c'est une brique ultra fondamentale, et je dis pas l'éducation que des jeunes, notre collective auto-éducation collectivement. Après, il y a 2 autres solutions que je vois qui sont hyper importantes. C'est ce qu'on appelle la finance mélangée, ou en anglais la blended finance, où en fait dans un même produit, on va intégrer un produit entre guillemets qui est mainstream, qui rassure, et un produit qui est plus niche, ou un produit qui est moins liquide. Donc on va avoir des fonds 90-10 par exemple, où on va mettre 90% dans ce fonds-là, ça va être ce qu'on appelle des valeurs cotées, donc des unités de compte plutôt avec j'ai envie de dire des entreprises de label ESR, ou en tous les cas des infrastructures d'énergie décarbonées, des infrastructures de transport décarbonées, des choses comme ça. Je ne vais pas nommer des valeurs parce que je ne suis pas là pour faire la pub, mais voilà, donc c'est du coté, donc c'est assez liquide, il y a de la performance, les marchés cotés aujourd'hui performent bien. Et 10%... Donc quand on dit coté, c'est en bourse. En bourse, voilà, exactement. Donc c'est le CAC 40, SBS 120, enfin voilà. Parce qu'au sein de ces boîtes-là, il y a des boîtes qui financent la transition, malgré tout. Donc c'est très important. Voilà. Et 10% qui sont des actifs, donc on appelle non cotés, donc c'est des choses qui sont plus illiquides, parce que quand on investit dans une société comme nous, ce qu'on fait chez Team for the Planet, finalement c'est, j'ai envie de dire, oui, quand on investit dans Team for the Planet, on rentre dans le capital et on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'on va sortir, ça va dépendre de la maturité de la boîte, etc. Mais ça finance les entreprises de demain, la fameuse économie du futur. Donc, ça crée un produit mélangé qui va rassurer, et c'est toujours ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, il faut pas être dogmatique, il faut être pragmatique. Donc moi, quand je vais voir des investisseurs et qu'ils me disent « Bah oui, mais moi j'adore le côté », je suis « Ok, on va te faire un produit sur mesure pour toi, qui te rassure parce que t'as du côté et t'as un peu de non-côté, et ça permet de faire effet de levier et d'aller arroser. Et j'en discutais avec une personne qui bosse dans une entreprise d'assurance qui me disait, en fait, il faut arrêter de vendre des produits bio, il faut vendre... comment dire, pas du tout, c'est pas du tout ça que je veux dire, mais quand tu essayes de commercialiser et de rendre mainstream quelque chose, on va te dire, je vais te vendre un biscuit avec un gros packaging produit bio. Et en fait, biscuit bio. Et en fait, potentiellement, il faut se dire, je vends un biscuit avec que des ingrédients bio dedans, et juste je fournis un produit qui est mainstream, mais qui est ultra aligné avec tout dedans, qui est ultra bien sélectionné en fait. Et cette métaphore est potentiellement un petit peu foireuse, mais ce que je veux dire, c'est que le pouvoir de la blended finance, c'est d'aller sur 2 types de classes d'actifs. Tu vois, et ça permet de faire des produits qui sont plus faciles à commercialiser et qui vont avoir un impact hyper structurant. Et je pense que tout le monde peut un peu faire sa propre cuisine interne, des banques d'affaires, des asset management, des asset managers, et donc des grosses entreprises d'asset management. Voilà. Donc ça, je pense que c'est hyper puissant, et ça permet de financer et d'avoir un pied dans l'ancien monde, un pied dans le nouveau monde, et de faire les 2. Voilà. Et la 3e solution que j'identifie, c'est les solutions de liquidité. Là encore, parce qu'en fait, aujourd'hui, les entreprises qui vont avoir besoin de financement et les entreprises de la décarbonation, c'est des entreprises de très long terme. Or, aujourd'hui, les investisseurs institutionnels, ils n'ont pas forcément les moyens, notamment parce qu'ils ont ce qu'on appelle un devoir fiduciaire, parce que on parle des retraites, on parle des hedge funds, on parle de plein de choses. Donc, c'est des investisseurs qui ont un devoir fiduciaire vraiment fort, et donc ils ont besoin de sortir. Et ça, pour le moment, on n'a pas encore réussi à tacler les choses de manière structurelle. Donc, il faut imaginer des instruments financiers qui vont permettre à ces investisseurs institutionnels de mettre 50, 100 millions dans un fonds, et de quand même pouvoir sortir à un moment donné. Et c'est ce qu'on est en train d'imaginer avec Team for the Planet, ce sera peut-être la fin de ma réponse sur les solutions, c'est de dire, en fait, quand je rentre,
dans un fonds. Je vais payer une assurance de liquidité. Donc, on travaille avec un acteur à Luxembourg qui s'appelle Octobre, qui a été fondé par Sylvain Goupil et Arnaud Gillin. Ils travaillent avec tout un écosystème à Luxembourg sur vraiment ces facilités de liquidité. Et ils travaillent notamment avec un programme de la Commission européenne qui s'appelle EFSD+, qui est là aussi un programme qui permet de mettre en place des garanties de liquidité à des acteurs, notamment des marchés émergents. Pourquoi c'est intéressant pour toute la partie climat ? C'est qu'on a un vrai besoin de permettre à des institutionnels et des acteurs des fonds de sortir du capital au moment où ils le souhaitent. Donc, parce que finalement, ça fait quand même des gros trous dans la caisse, parce que si c'est des petits investisseurs qui ont 20 30 000 euros, ça se retrouve. Et du coup, comment ça se passe pour retrouver 100 millions d'euros quand ils sortent ? Ouais, exactement. Et donc du coup, cette facilité de garantie, enfin c'est pas une facilité, on dit facility, mais en gros c'est une garantie de liquidité imaginée par Octobre. Voilà, ils ont un site internet qui est très bien fait là-dessus, hein, mais voilà, ils l'ont déployé là sur toute la partie, ils sont en train de la déployer sur toute la partie marché émergent de la Commission européenne, et on essaye de faire la même chose sur une verticale climat. Le mécanisme est très simple. Je suis un grand investisseur, un investisseur institutionnel. Je rentre dans un fonds, je souscris à cette assurance, et donc je paye 1% par an de mon capital pour souscrire à cette assurance. Et au moment où je veux sortir, quand je le souhaite, donc après il y a des périodes de ce qu'on appelle de lock-up, donc tu peux pas sortir exactement quand tu veux, et puis tu bordes ça bien, mais voilà, tu appelles la garantie de liquidité et tu récupères 50% de la valeur nette de ton actif en 10 jours. Donc ça, c'est fait grâce à une banque commerciale qui va venir, ce qu'on appelle dans le bon langage financier, fronter la sortie. Donc tu récupères 50% en 10 jours, donc c'est très liquide. Et pendant un an, le reste pendant un an, Octobre, donc cette société qui fait l'intermédiaire et qui fournit cette garantie de liquidité, va aller chercher sur les marchés de quoi racheter le reste de ta part. Et ensuite, si vraiment il manque un delta, voilà, on va appeler une garantie de liquidité auprès de la Commission européenne ou auprès d'une banque d'État, donc, ou d'une grosse institution. Donc ça pourrait être, en Allemagne, c'est la banque publique allemande qui l'a fait. Là, ça pourrait être la Caisse des dépôts Bpifrance, sans les nommer, mais voilà, qui ferait ça. Et donc ça, c'est des montages. Donc pour répondre à ta question, quelles sont les solutions ? Il faut imaginer des instruments financiers intelligents pour permettre à des gros institutionnels de rentrer sur ce type de produit et finalement de se positionner et de rassurer les marchés. Et aujourd'hui, sur des dispositifs de cette nature-là, on sait que ça peut multiplier par 25 les investissements des marchés privés dans des segments qui bénéficient de ce type de garantie de liquidité. Donc c'est massif en fait. Et voilà. Donc voilà pour les solutions. Et donc c'est précisément ce qu'on va faire avec Team for the Planet. Donc ça, je te l'annonce un peu en avance de phase. Mais l'idée de Team for the Planet, c'est le nouveau modèle qu'on va proposer là le 25 novembre à Paris. Et qu'on a vraiment envie de rendre le plus intelligible possible, c'est de proposer à nos actionnaires un marché secondaire, donc proposer de la liquidité, parce qu'en fait on sait que c'est quelque chose d'important. Aujourd'hui, le produit Team for the Planet, il n'était pas très très liquide, parce qu'on disait vous sortez via un fonds de réserve à 10 ans. Là, l'idée, c'est qu'il y a un marché secondaire avec 3 échelons en fonction de combien tu as mis dans le capital pour que ce soit adapté à tes besoins, en fait, tout simplement. Et vraiment de permettre ça. Et on est en train de travailler avec Octobre, justement, pour fournir ce type de garantie de liquidité sur des beaucoup plus gros acteurs. Et on a vraiment cette vocation-là aussi à innover sur les instruments. Et après, sur le rendement aussi, l'objectif, c'est d'avoir finalement une valorisation du portefeuille de Team for the Planet qui donne lieu à une valeur de l'actif Team for the Planet, vraiment, donc de la part Team for the Planet qui, depuis 5 ans, est à 1 euro l'action, donc c'est 1 euro égale une action. L'objectif, c'est de rentrer dans un prix qui est dynamique et qui va permettre de vendre ses parts sur le marché secondaire, pas dans une logique de spéculation,
pas dans une logique de rentrée-sortie hyper rapide, donc du trading haute fréquence comme on pourrait, voilà. C'est pas du tout ça l'idée, mais c'est de permettre, là encore on est sur quelque chose de raisonné, de sage, de mature, de robuste, où on se dit bah oui c'est normal que des actionnaires souhaitent sortir à un moment donné, et oui c'est normal qu'il y ait peut-être une volonté d'avoir une performance financière qui est pas stratosphérique, mais qui permet de couvrir l'inflation, etc. et de permettre aussi de répondre à des besoins tout simplement fiduciaires, et qui surtout est toujours fondée sur une valorisation tangible et réelle, parce que quand on est dans de l'ultra-amorçage, donc finalement de l'investissement ultra-amorçage et sur du private equity et en tous les cas du non-coté, bah on est quand même sur de l'économie réelle. Donc voilà, l'idée c'est pas d'être dans quelque chose d'ultra gonflé et de très volatile, mais de permettre de manière raisonnée et stable à des gens de sortir tout simplement. Voilà. Écoute, hyper intéressant. Et du coup, je rebondis un petit peu sur ce que tu dis. Et alors peut-être que tu n'auras pas la réponse, mais par rapport à Octobre, parce que je sais qu'une aujourd'hui des contraintes majeures par rapport alors, notamment aux investisseurs institutionnels, enfin je pense plutôt aux banques, c'est que c'est par rapport je cherche le terme, mais la difficulté, c'est par rapport au cadre réglementaire et assurantiel des réserves, en fait, des contraintes de réserve qu'ils ont. Du coup, je m'interroge un peu sur un organisme comme Octobre, comment eux font pour avoir cette réserve, parce que j'imagine que s'ils doivent backer un nombre de... Il n'y a pas que Team Force the Planet pour lesquels ils sont engagés. Non, bien sûr. En fait, alors déjà, Octobre, eux, ils ont un projet qui est vraiment sur le segment marché émergent. Donc, c'est pas du tout nous. Et eux, en fait, ce qui se passe, c'est que tu fais ouvrir une ligne de garantie auprès du programme IFSD+, donc qui est porté par la Commission européenne, il me semble. Comme c'est un grand ensemble tentaculaire, voilà, si Arnaud écoute ce podcast, je pense qu'il me pardonnerait, mais le programme IFSD+, c'est voilà. Et en fait, simplement, tu back des fonds à hauteur de la ligne de garantie qui t'est ouverte, tout simplement. Et donc, en fait, c'est hyper bien encadré et ça fait partie de leur expertise aussi. Et comme je disais, il y a des périodes de lock-up, de gate, etc., toujours en bon français, mais de portes où tu peux sortir ou rentrer. Et ils ne peuvent pas octroyer des garanties à tout le monde. Et évidemment qu'ils vont choisir les gestionnaires de fonds, donc les fonds, parce que c'est des gens sérieux, c'est la classe d'actifs, donc les actifs qu'ils vont détenir, donc le portefeuille qu'ils vont avoir, c'est un beau portefeuille. Simplement, ils doivent en sortir pour des raisons fiduciaires, etc. Donc nous, hop, on vient plugger cette petite brique intermédiaire de garantie de liquidité qui va permettre de rassurer tout le monde, qui va permettre d'investir des bien plus gros montants tout de suite et tout simplement d'accélérer le schmilblick au global. Bah, écoute Emma, c'est passionnant. Alors, on approche de la fin de cet entretien. Oui. Tu es pressée? mais j'imagine qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, voilà. Alors, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose sur cette partie un petit peu plus technique que j'aurais omise? Non, je pense qu'on a tout dit et je pense que le vrai sujet, c'est de faire en sorte que les institutions financières, le monde financier, les gestionnaires d'actifs de manière générale, se mettent à expérimenter. Et c'est pour ça que nous, Team For the Planet, on essaye à notre petite échelle, avec beaucoup d'humilité, d'expérimenter sur des solutions concrètes financières. Parce qu'en fait, la finance, c'est un grand mot valise. Et c'est un terrain d'expérimentation, en fait. Il ne faut pas le voir comme une grande doxa, c'est pour ça que je parlais d'éducation. Il ne faut pas le voir comme un grand truc très lisse. Il faut pouvoir se permettre d'expérimenter, d'être créatif et de proposer à des gestionnaires d'actifs de créer des petits projets d'expérimentation pour donner les moyens à aller sur des nouveaux segments ou des segments qui sont encore sous-investis. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire à notre échelle. C'est de dire, nous, on pense qu'il faut qu'il y ait de la liquidité bien organisée, qu'il faut qu'il y ait un rendement mesuré, raisonné, raisonnable, mais peut-être qui pourra être fourni à nos actionnaires. Et du coup, on le met en place et on voit ce que ça donne à une petite échelle, parce que finalement, quand on parle de finances, le fonds qu'on a levé, donc les 35 millions qu'on a levés aujourd'hui, c'est tout petit. Donc on a la possibilité de faire ça aussi, parce que voilà, et l'idée c'est de faire en sorte que ça puisse passer à l'échelle. Et c'est aussi pour ça qu'on a
structurer la liquidité et structurer ce système de prix de l'actif Team for the Planet, c'est que là, l'idée, c'est de faire en sorte d'embarquer encore plus de personnes sur de l'impact grâce à ces instruments-là. Alors, pour terminer cet entretien, je voudrais te demander, est-ce que tu as vécu un moment d'échec, de doute ou d'erreur que tu as envie de partager, ainsi que les enseignements que tu en as tirés? Oui, en fait, moi maintenant, je me considère plus entrepreneuse qu'investisseuse, voilà. Donc, comme tu le sais, quand tu es entrepreneur, tu échoues tout le temps. Et en fait, ça a été très dur pendant les premières années, parce qu'en fait, tu lances des projets, ça marche pas, tu vas voir des gens, ils te disent non, t'es avec un produit qui est très nouveau, qui est très disruptif. On peut pas dire que Team for the Planet, c'était un produit mainstream, parce qu'il y avait maximum de risques, complètement illiquide, zéro rendement. Donc, autant te dire que c'est pas du tout mainstream. Donc voilà, il y a eu plein d'échecs. Je peux pas te donner en fait un exemple, mais par contre, je pensais pas dire ça un jour, mais en fait c'est vraiment, et puis c'est un peu galvaudé maintenant, cette notion de l'échec te fait grandir, etc. Mais en fait, je vais pas dire ça parce que c'est très dur, enfin honnêtement, c'est dur de se prendre des portes, mais pour autant c'est vraiment ça qui te permet d'évoluer et d'innover. En fait, c'est dans l'adversité que tu vas dire, ok, cette porte elle est fermée, ok, comment je rentre par la fenêtre, etc. Et c'est pas du tout facile, c'est pas du tout agréable, mais je pense que c'est quand même là-dedans que tu arrives à trouver la petite fenêtre qui va te rendre très créatif. Ok, super. Alors, est-ce que tu as une croyance, donc personnelle ou professionnelle, qui est profondément controversée? Alors je sais pas. Je sais que vous en avez plein. Ouais, non, mais non, pas trop, hein, franchement, on est assez bisounours en vrai. Mais non, je pense que le sujet qui m'interroge vachement, c'est que, et dont on parle beaucoup avec Arthur, avec mes associés, enfin, mes cofondateurs et tout ça, c'est le côté l'argent aujourd'hui n'embarque pas de notion d'autolimitation. Et peut-être que c'est un peu ça la clé de tout en réalité. Alors tu peux nous définir un peu plus la notion d'autolimitation? C'est qu'en fait, dans le vivant, quand tu regardes le vivant, la nature, même nous, il y a des moments de mécanismes d'autolimitation. Je veux dire, dans une forêt, quand il y a une espèce qui prolifère trop, il va y avoir une autolimitation par des prédateurs, etc. Il y a des arbres qui, quand ils voient qu'il y a une certaine espèce qui n'arrive plus à pousser, en fait, ils arrêtent de semer. Enfin, en fait, il y a des mécanismes d'autorégulation. Nous, notre corps, il s'autorégule en permanence. On est en sous-régime, entre guillemets, parce qu'on est à 37 degrés toute l'année, et puis on surperforme que quand on doit s'autoréguler parce qu'on a un virus, etc. Et en fait, quand tu regardes autour de nous et quand on un peu sort de l'anthropocène, de notre notion de sur-focalisation sur nous, les êtres humains, on est les plus beaux, on est les plus forts, on est les plus intelligents, etc. En fait, tu te rends compte que tout le reste autour de nous s'auto-limite. Et aujourd'hui, la pierre angulaire de notre société, c'est quand même beaucoup l'argent, on est dans une ère capitaliste, etc. Et en fait, ce truc-là n'est pas auto-limité. Aujourd'hui, il y a des multimilliardaires et des multicentaines de milliardaires, peut-être qu'un jour, il y aura des trilliardaires. Et en fait, à quoi ça sert? Enfin, en fait, c'est-à-dire que l'argent n'embarque pas cette option de, à un moment donné, c'est bon, t'as assez. Enfin, tu vois, c'est bon, t'as assez pour vivre, t'as assez pour être heureux. Surtout qu'aujourd'hui, on le sait, l'argent n'est pas la variable qui fait augmenter ton bonheur. On sait qu'à un moment donné, en fait, ton bonheur, il plafonne même si tu gagnes encore plus d'argent. Donc, en fait, associer la réussite à l'argent, aussi, c'est confondant parce que ça induit en erreur. Parce qu'en fait, en réalité, les études scientifiques, alors là encore, quelles études scientifiques, etc., mais toutes les études qui s'intéressent au bonheur montrent que finalement, c'est pas l'argent qui a eu un impact décisif là-dessus, c'est la qualité des relations humaines. Et l'émerveillement. Et l'émerveillement. Qui provient beaucoup de la nature. Qui provient beaucoup de la nature. Donc en fait, c'est juste ça. Moi, ma croyance controversée, on va dire que c'est que est-ce qu'on ne devrait pas redéfinir ce qu'est l'argent et à quoi ça sert, et est-ce que ça ne devrait pas à un moment donné s'auto-limiter? C'est une question très ouverte, je ne suis pas philosophe, donc voilà. Et ce n'est pas du tout dogmatique ou politique, c'est vraiment presque poétique. C'est vraiment de se dire, et si? Voilà.
Est-ce qu'il y a une personne qui t'a profondément inspiré ou marqué dans ton parcours ? En fait, l'aventure Team for the Planet, c'est une aventure hyper collective. Et je pense que du coup, c'est vraiment ça. Moi, j'ai pas de... le fait j'ai des mentors, mais en fait, j'en ai plusieurs. Aujourd'hui, les associés avec qui je travaille, les historiques, donc les 6 et les 4 maintenant qui sont toujours aux manettes gérants de Team for the Planet, c'est des personnes qui sont humainement extraordinaires, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont droits, qui sont honnêtes, qui ont un ego parfaitement dimensionné, ni trop peu en fait. Et la qualité humaine de ces 4 personnes-là, elle est vraiment extraordinaire, et c'est une chance de bosser avec des gens de cette qualité-là humaine et qui ont des capacités de créativité professionnelle et d'exécution qui sont dingues. Enfin, que ce soit Denis, Mehdi, Arthur, Laurent, c'est des gens qui sont extrêmement inspirants. Aussi parce qu'ils restent toujours très fidèles à qui ils sont. Alors là aussi, ça fait un peu bisounours, mais ils savent vraiment où ils veulent aller, à la fois dans leur vie personnelle, en tant que parents, en tant que mari, en tant qu'être humain sur cette planète, et où est-ce qu'ils veulent aller professionnellement. Et moi, ce qui m'inspire dans ce qu'ils font, c'est qu'ils sont toujours très au clair de comment les deux coexistent en permanence. Et ils ont parfaitement conscience que, être entrepreneur, c'est difficile, mais tu peux aussi imaginer ta propre route. Donc, tu n'es pas obligé de ne jamais voir tes enfants, de partir à l'autre bout du monde en permanence, de ne pas avoir de vie personnelle. Tu peux aussi créer une boîte et être un super papa, être un super humain, être un super mec, mari, ami, enfin voilà. Et donc cette façon de voir coexister ces 2 pans-là de leur vie, qui est hyper importante parce qu'ils se définissent autant comme des professionnels que des personnes, c'est hyper inspirant, en vrai. Est-ce que tu as une actualité, alors tu en as un peu évoqué une quand même, à nous partager avant de nous quitter et nous dire comment est-ce qu'on peut te contacter si tu as envie d'être contacté ? Oui, mon adresse mail est ouverte, je crois qu'elle est sur le site internet un peu partout, mais okay. Par mail c'est très bien. Et une actualité, je pense que sur Team for the Planet, c'est la soirée du 25 novembre, et en tous les cas, et même après, c'est l'évolution du modèle de Team for the Planet, qui est un move, comme on l'appelle dans la Startup Nation, mais un move dont on est hyper fier, qui est très excitant, et qui va, je pense, soulever plein de nouvelles questions et surtout plein de nouveaux projets pour le collectif qu'on est de 131 000 personnes. Donc voilà, j'ai trop hâte. Okay. Écoute, Emma, un immense merci d'être venue partager ce temps avec moi et nous avoir expliqué tous les fonctionnements qui peuvent sembler un peu techniques de chez Team for the Planet, mais hyper importants à comprendre. C'était passionnant. Et j'espère que tu reviendras. Avec plaisir. Vous venez d'écouter Green Cash, le podcast où l'argent vient financer un avenir fertile. Si cet épisode vous a plu, s'il vous a inspiré, partagez-le, abonnez-vous et laissez-moi un avis 5 étoiles. Je sais que c'est pénible, mais c'est très précieux pour moi et mon travail. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt sur Green Cash.